Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour un webinaire spécifique consacré à la durabilité. Donc, on va commencer avec Karine sur les enjeux liés aux activités sociales et culturelles, en revenant sur la notion d'acteur clé du CSE sur ces questions-là. Oui, alors, le sujet de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises est un sujet qui est inhérent au rôle du CSE, mais les salariés qui ont un intérêt croissant pour ces questions n'identifient pas toujours le CSE comme acteur sur ces sujets. Et parfois, les CSE sont eux-mêmes peu actifs sur ces sujets. Donc, on rappelle là, dans cette introduction, que le CSE a vraiment un rôle clé à jouer sur ces enjeux et dans deux dimensions. La première, c'est dans la dimension du dialogue social. Donc là, il y a en participant à rendre l'entreprise plus responsable sur le plan de la RSE, les élus, au travers du dialogue social, peuvent vraiment contribuer activement à transformer l'entreprise et à adopter des valeurs alignées avec les dimensions RSE. Alors ça, c'est d'autant plus vrai avec les nouvelles obligations, notamment la loi climat qui a intégré les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise à la liste des responsabilités qui incombaient au CSE. Donc là, sur tout cet aspect-là de dialogue social, il y a au sein de Syndex un département qui travaille sur ces questions et qui fera notamment un webinaire sur ces questions pour rappeler l'importance qu'ont les enjeux d'environnement dans le dialogue social et le nouveau rôle que peut occuper le CSE dans ces dimensions. Dans le webinaire qui nous occupe aujourd'hui, nous, on va s'intéresser plus particulièrement au rôle que peut occuper le CSE sur le plan de la RSE à travers son propre fonctionnement et ses propres activités sociales et culturelles. Et sur ce volet-là, il y a un enjeu très fort puisque, comme on va le voir, les budgets dont est responsable le CSE sont très importants et touchent de nombreux salariés. Et donc, il y a un enjeu vraiment très, très impactant à transformer ces activités sociales et culturelles pour les aligner sur des dimensions RSE plus marquées. Néanmoins, on va le voir, la RSE, enfin certaines dimensions de la RSE, sont déjà prises en compte par les CSE. Donc, dans le slide suivant, on voit que le marché des CSE est un marché très important, puisque en tout, on a 5 milliards d'ASC, plus du double avec les dépenses induites. Donc, 5 milliards d'ASC, c'est vraiment les budgets cumulés des CSE, hein, les chiffres les plus fiables qu'on a tournent toujours autour de ce montant. Et les dépenses induites, c'est que, en fait, au-delà des dépenses directes du CSE, il y a des déclenchements d'achats qui sont liés aux subventions qui sont faites par les CSE. Et donc, les dépenses induites représentent en estimation parfois 11 milliards, de 10 à 11 milliards en totalité de dépenses. Donc, on voit que la totalité de ces budgets, c'est un enjeu colossal au niveau national. Et donc, il y a un impact très fort à réorienter ces activités pour
pour les CSE. Alors, si on va dans le détail de la granularité des CSE, on s'aperçoit que les CSE de plus de 200 salariés, on cumule les 2 tiers des budgets et donc il y a un enjeu particulier à faire bouger ces 10 000 CSE qui sont les plus impactants dans les budgets d'ensemble. Donc, les dépenses ASC les plus courantes qu'on rencontre sur les CSE, c'est vous devez les retrouver dans vos propres CSE. Hein. Donc, c'est les loisirs et les vacances, avec toutes les subventions qui peuvent être liées aux séjours familiaux, colonies de vacances, aux voyages organisés par le CSE, aux réductions des transports et hébergements. La culture et le divertissement, avec toutes les billetteries pour les cinémas, théâtres ou événements culturels. Il y a les activités sportives et de bien-être, avec tout ce qui tourne autour de la prise en charge des abonnements sportifs, des participations à des événements sportifs, bien-être ou gestion du stress. Il y a bien sûr les bons d'achat et chèques cadeaux avec tous les événements spécifiques qui sont prévus et les plafonds qui sont prévus par l'URSSAF. Et il y a les aides aux familles et à la scolarité qui sont également un enjeu important des dépenses des CSE. Si on revient sur les piliers de la RSE, donc on rappelle dans ce schéma que la RSE fonctionne sur 3 piliers, l'environnement, le social et l'économique, et que l'enjeu, c'est de faire évoluer en harmonie ces différentes dimensions, et donc de prendre en compte ces différents piliers dans le fonctionnement quotidien des CSE. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers les slides suivantes, c'est comment ces différentes dimensions sont prises en compte actuellement par les CSE. Donc, sur le pilier social, donc là, c'est un pilier qui est un peu un fondement des ASC, hein, puisque la vocation des ASC, c'est une vocation sociale. Alors, sociale à un public bien déterminé, hein, puisque là, il s'agit d'activités sociales et culturelles à destination des salariés de l'entreprise. Ce qu'on peut noter, c'est que sur ce volet-là, donc des activités sociales à destination des salariés de l'entreprise, il y a déjà une prise en compte, bien sûr, de la RSE, avec une dimension inclusive dans les prestations, puisque les bénéficiaires ne sont pas seulement les personnes en statut de CDI, mais il y a une prise en compte de l'ensemble de tous les types de contrats, CDD, contrats aidés, temps partiel. Donc, il y a un caractère inclusif dans la distribution des ASC. Il y a également une prise en compte du personnel intérimaire pour certains types de prestations, les moyens de transport, la restauration, auxquels ont accès les intérimaires. Et puis, les anciens salariés, puisqu'il y a bien souvent, à des conditions différentes, des possibilités d'accès aux retraités, notamment pour des activités du CSE. Donc, il y a ce caractère inclusif. Il y a bien évidemment un critère de modulation en fonction de critères sociaux, avec la prise en compte de la situation de famille, des revenus, des quotients familiaux et d'autres critères spécifiques. Alors, l'ancienneté, c'est suivant dans des conditions bien spécifiques, puisqu'on ne discrimine pas sur l'ancienneté. Et plus largement, ce qu'il faut noter, c'est que la responsabilité du CSE, elle se matérialise dans les ASC à travers l'effort qui est fait dans la construction des offres
à permettre l'accès à la culture, à l'éducation, au bien-être et, quand c'est possible, à rendre à permettre l'accès au plus grand nombre, que ça soit sur les questions de scolarité ou d'éducation, euh, pour permettre aux salariés de bénéficier d'activités le plus large possible et qui les ouvrent le plus largement à des champs de culture et d'éducation qui leur permettent de s'émanciper. Ce qu'on peut noter pour finir, c'est que il y a la possibilité d'allouer une partie de son budget à des associations humanitaires agissant contre l'exclusion ou favorisant l'insertion sociale quand elles ont une dimension régionale ou locale. Karine, juste, on a des questions. Une des questions de Laurent, c'était est-ce qu'on peut utiliser une part du budget de fonctionnement, par exemple, pour avoir une action de compensation carbone sur des prestations de CSE comme les voyages, les activités diverses et variées? Je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, je peux déjà juste répondre et on reviendra sur ces notions d'empreinte carbone. Avant de compenser, il faut essayer de réduire. Voilà. Et vous pouvez utiliser votre budget de fonctionnement pour faire, par exemple, un bilan carbone du CSE. Mais on reviendra sur ces notions tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Karine. Oui, non, je pense que c'est tout à fait ça, hein. La première option, c'est d'essayer de réduire ces émissions. Ouais. Il y a une autre question qui porte sur la BDSE, BDESE, pardon, avec l'obligation de report environnemental et les tailles d'entreprise. Donc là, on est sur la partie économique du CSE et donc les obligations de l'entreprise. Nous, on va se focaliser sur la partie du CSE et de ses activités sociales. Voilà. Je te laisse continuer, Karine, sur le pilier environnemental. Oui, donc sur le pilier environnemental, donc là, on est sur une dimension qui est encore imparfaitement prise en compte par les CSE dans leurs activités sociales et culturelles, hein. Autant la dimension sociale, elle est pleinement prise en compte pour les salariés de l'entreprise. Il y a malgré tout, hein, sur le social à prendre en compte également les autres parties prenantes, les fournisseurs, les salariés, propres salariés du CSE s'il en a. Mais sur l'environnement, ce qu'on constate, c'est que cette dimension, elle reste encore imparfaitement prise en compte par les CSE. Et donc, nous, ce qu'on voulait souligner sur la dimension environnementale, c'est que il y a de multiples dimensions à prendre en compte. Il y a le dérèglement climatique et puis les impacts carbone que l'on connaît. Mais il y a également d'autres dimensions qu'il ne faut pas oublier, et comme les ressources aquatiques et marines, hein, qui sont un sujet croissant, la biodiversité et les écosystèmes, les pollutions, et puis l'économie circulaire. Donc, on essaiera de revenir sur ces différentes dimensions à travers nos exemples. Oui, tout à fait. On reprendra quelques questions tout à l'heure. On voulait juste revenir sur ces notions de développement durable, durabilité, puisqu'on parle de RSE, de développement durable. Parfois, vous entendez ESG. Et maintenant, le terme durabilité qui est utilisé. Voilà, rapidement, c'était juste pour évoquer cette notion de développement durable qui est beaucoup plus globale, hein, qui est apparue il y a longtemps maintenant, citée notamment par la première ministre norvégienne en 1987, et puis cette notion de développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable qui est apparu en 1992. Derrière, on a eu des critères ESG qui sont apparus dans le monde de la finance. Voilà, c'était pour prendre en compte ces dimensions de développement durable dans une stratégie financière, en fait, hein, pour les investisseurs. Ensuite, on a eu cette notion de responsabilité sociétale à travers la Commission européenne, qui est en fait finalement le développement durable rapporté aux entreprises, c'est-à-dire ce sont les enjeux du développement durable au niveau des entreprises. Et puis dernièrement, avec la CSRD, les ESRS, toutes ces directives, l'Europe a utilisé ce vocable de durabilité qui est quelque part venu remplacer ce terme de RSE. Mais finalement, au global, on parle bien de la même chose, les trois piliers dont parlait Karine. Alors, juste pour terminer sur cette première partie et vous persuader finalement que ces notions, elles sont cohérentes avec le rôle d'un CSE et ses actions au quotidien, c'est comment on peut faire le lien entre ces actions d'élus du CSE avec son rôle de contrôle et de dialogue social, et puis finalement sa partie gestion, hein, comme le disait Karim, dans la mise en œuvre à travers ses choix au niveau des activités sociales et culturelles. Voilà, un des points de cohérence, c'est finalement s'aligner avec la politique RSE de l'entreprise, donc fait partie le CSE. Ça peut permettre, hein, avec les engagements de l'entreprise, de dire finalement le CSE ne fait pas moins, hein, il s'en inspire, il s'inscrit dans ces thématiques, et puis ça permet voilà, de favoriser un climat de dialogue social avec la direction. C'est une posture finalement d'exemplarité, hein. On demande dans son rôle économique à l'employeur de respecter ses engagements RSE, mais finalement, nous aussi, en tant que CSE, en tant qu'élu, en tant que diffusion auprès des salariés, on se saisit de ces points-là. Ça renforce finalement le rôle du CSE, hein, puisqu'on l'a vu, la dimension sociale, elle est très forte pour le CSE, mais ça renforce son rôle voilà, en allant au-delà d'activités sociales classiques et d'aborder ces notions de manière plus quotidienne. On a également des notions de synergie entre les différentes commissions du CSE. On a une commission ASC qui peut évoquer ces questions-là avec les commissions économiques, évidemment les commissions SSCT également sur la partie bien-être au travail. On n'a pas évoqué ici, mais il y a également les commissions de marché, on va le voir sur le choix des prestataires, éventuellement avec les indicateurs que l'on peut inscrire dans des grilles de référence. Et puis, voilà, ça sert également à comprendre comment l'entreprise choisit ses fournisseurs et ça permet de monter en compétence aussi sur toutes ces dimensions RSE. Alors, on va passer à la deuxième partie. Alors, je ne sais pas si on peut prendre peut-être des questions dans le chat. Karim? Oui, donc on va peut-être répondre aux différents points qui ont été soulevés dans cette première partie. Donc, juste sur la question des piliers RSE, donc bien sûr, le S de RSE englobe le social au sens anglo-saxon, donc au sens large sociétal, mais qui regroupe une dimension un peu sociale et sociétale, en fait. Donc là, on s'intéresse à la fois aux conséquences sociales sur l'ensemble de la chaîne de valeur et puis aux impacts que ça a sur les communautés qui peuvent être affectées par le fonctionnement. Il y a une question sur les activités psychosociales et la prise en compte des activités psychosociales dans les budgets. Donc, sur tout ce qui est lié à la santé au travail, il y a une vigilance à avoir particulière sur les activités sociales, puisqu'il y a
prérogative de l'employeur. Et donc là, on vous invite à la plus grande vigilance sur ces activités. Sur la prise en charge dans les budgets de financement d'associations humanitaires, ça ne peut se faire que sur le budget ASC et ça peut se faire que sur les excédents qui sont dégagés sur le budget d'ASC pour des montants limités. Et donc, et ça se limite à des associations humanitaires reconnues d'utilité publique et qui viennent et qui fonctionnent sur un niveau régional ou local. Donc, c'est vraiment très encadré, mais ça a été bien utilisé pendant le Covid. Sur la question de la compensation carbone, donc la prise en compte dans les budgets, nous, on vous invite à la plus grande prudence parce que l'URSSAF ne s'est pas positionné sur la possibilité de la prise en charge par les CSE. Donc oui, on vous invite à réduire en priorité, à ne pas privilégier ce volet. Voilà. Et puis, pour compléter, il y avait d'autres questions sur les communications, parfois des entreprises qui savent communiquer sur ces dimensions de RSE sans forcément avoir de vraies actions d'engagement ou autres. Enfin, voilà, on parle de greenwashing. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais voilà, rien n'empêche un CSE, lui, d'aller communiquer sur ces dimensions-là, puisqu'on a vu que même sans s'être posé la question, il y a déjà des actions qui sont faites et vous le verrez, on peut aussi mesurer la part d'actions qui sont sur des thématiques plus environnementales, on va y revenir. Voilà, rien n'empêche le CSE justement de communiquer là-dessus. Alors, sur cette deuxième partie, on aura 4 sous-parties, hein, c'est-à-dire comment sensibiliser les salariés, finalement. Une partie plus globale sur c'est quoi, ça peut être quoi des achats responsables. Et puis, on fera un petit zoom sur la restauration collective. Alors, ça ne touche pas tous les CSE, mais ceux qui sont concernés, voilà, on peut en parler. Et puis, les dimensions de placement financier aussi, pareil, ça ne touche pas tous les CSE, mais certains gros CSE notamment en ont. Karim, je te repasse la parole sur la partie sensibilisation. Oui, donc un enjeu important au niveau RSE, c'est la sensibilisation des élus et des salariés. Donc on a mis les élus parce que parfois ils ont besoin à la fois d'être sensibilisés et formés au sujet, et ça ne fait pas l'unanimité toujours ces débats sur la RSE et l'inscription de la RSE dans les activités sociales et culturelles. Donc ça permet cette sensibilisation, cette formation de construire un consensus sur la façon d'intégrer ces questions de RSE dans leur CSE. Et puis, bien sûr, la sensibilisation des salariés, puisque là, il y a une demande et puis il y a un rôle naturel du CSE. Donc là, l'objectif, c'est bien sûr de créer un socle commun de compréhension et puis d'envie d'action. Donc, il y a de nombreuses modalités qui sont possibles pour réaliser cette sensibilisation. Il y a les e-learning, il y a des conférences, il y a des formations, il y a des concours qui peuvent être organisés, des forums. Il y a même des théâtres qui sont faits sur ces thématiques et qui permettent de façon ludique d'aborder ces questions. Et les thématiques sont tout aussi variées puisque vous pouvez choisir des thématiques qui touchent au tri sélectif, à la réduction de consommation de fournitures, au recyclable ou à la sensibilisation aux économies d'eau ou d'énergie. Donc, il y a vraiment à la fois un tas de moyens d'informer et sur des thématiques tout aussi variées.
Alors, on va enchaîner avec des exemples sur les achats responsables. Alors là, c'est les achats responsables au sens large. On va voir comment on peut favoriser des prestataires locaux, éthiques, solidaires, comment on peut proposer des activités éco-responsables, comment on soutient l'inclusion sociale, la diversité, l'investissement aussi dans la culture, l'éducation. Il y avait une question d'ailleurs de Sylvie sur la promotion des modes de déplacement durable. Donc, on va voir ce que le CSE peut faire. Il y a l'adoption là, d'une politique d'achat responsable. Et puis, on l'a dit, communiquer en évaluant ses impacts au niveau des actions, activités sociales et culturelles. Alors, sur les prestataires locaux, éthiques et solidaires, quels sont les impacts? En fait, les impacts, c'est cette fameuse réduction de l'empreinte carbone. C'est aussi soutenir une économie locale et puis créer des emplois inclusifs. Donc, vous voyez ici, on a les différentes dimensions de la RSE. Et on a ici quelques exemples. Ça peut être quand on a des paniers cadeaux, c'est aller chercher ça auprès d'ESAT ou de coopératives locales. Aussi, comment on va choisir ces voyages ou des activités organisées par des entreprises engagées. Donc, on va regarder si elles sont labellisées, notamment, par exemple, le label tourisme durable, un label engagé RSE AFNOR. On reviendra sur ces notions de label, qu'est-ce que ça signifie. Donc, typiquement, ça ferait partie de critères de choix de prestataires, par exemple. Donc ça, c'était pour la première dimension. La dimension d'activité éco-responsable, c'est-à-dire comment on peut proposer des activités éco-responsables et à la fois, finalement, sensibiliser les salariés à la transition écologique. Donc, Karim, on a déjà un petit peu parlé, mais finalement, dans les différents ateliers qui sont parfois proposés ou activités, ça peut être des ateliers de réparation d'objets, de cuisine zéro déchet, de comment savoir faire sa lessive, comment avoir du jardinage urbain, et puis proposer des sorties nature finalement avec des approches pédagogiques, de la biodiversité, de la permaculture. Donc tout ça finalement participe de la sensibilisation des salariés tout en incluant des activités sociales dites éco-responsables sur lesquelles on pourra toujours communiquer. Sur la dimension inclusion sociale, diversité, bon, ça, c'est des choses qui parlent naturellement, mais comment avoir un impact sur une cohésion sociale, sur une lutte contre les inégalités. Là aussi, vous allez avoir plein d'exemples de choses qui sont déjà faites, mais de subventions majorées pour des salariés à faible revenu, ou penser aussi à des activités adaptées à tous les publics. De l'intergénération, du handicap. Penser aussi à tout ce qu'on disait tout à l'heure, faire appel à des ESAT, des choses comme ça. Donc, dans toutes ces activités, ces notions peuvent facilement être prises en compte. Alors, ça aussi, c'est naturel pour les CSE, donc c'est une dimension originelle, j'allais dire, dans la mise en place d'activités au sein du CSE, c'est la culture, l'éducation, donc c'est l'éveil citoyen, lutter contre cette exclusion culturelle, donc ça passe par tous ces abonnements culturels de théâtre, bibliothèques, festivals engagés, donc ça peut être, on choisit tel ou tel théâtre, tel ou tel subvention sur tel ou tel festival. Et puis, vous avez tous ces ateliers d'éducation populaire,
Les conférences dont parlait Karim sur les enjeux climatiques, sociaux, numériques aussi, il ne faut pas l'oublier, et ça c'est un point important. Il y a aussi toutes les fresques qui existent, hein, du climat, de la biodiversité, du numérique, on n'en cite que quelques-unes, mais voilà, ça peut être fait au niveau des élus, proposé en tant qu'activité au niveau des salariés, et c'est également un moyen de sensibiliser. Alors ça, c'est quelque chose de cher à Karim, peut-être je te laisse en parler, sur l'empreinte carbone des cartes cadeaux. Oui, on sait que les cartes cadeaux, c'est un poste important des dépenses des ASC et donc la réduction des émissions, ben, elle est importante à pouvoir réaliser sur ce poste. Alors bien sûr, euh, il faut, il faut aussi entendre les salariés, hein, et leurs besoins, mais parfois ça fait écho à des fortes demandes des salariés de donner du sens dans les achats. Donc ce qui vraiment est important dans les cartes cadeaux, c'est de pouvoir voir avec le prestataire si on peut ajuster les enseignes et, euh, euh, et donc avoir un, un, un spectre d'enseignes qui correspond mieux aux valeurs qu'on veut défendre, et notamment l'impact, bien sûr, le plus important, c'est si on donne accès à plus de produits d'occasion, à plus des spectacles, que des dépenses sur des voyages, et encourager les dons plutôt que la consommation, donc permettre que chacun puisse orienter ses dépenses de la façon dont il souhaite à travers ces cartes cadeaux. C'est un moyen de réduire l'empreinte carbone et puis aussi d'accéder à des demandes parfois des salariés, de donner plus de sens à leur consommation. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure, la promotion des modes de déplacement durables. Donc là aussi, ça va participer de la réduction des émissions, de l'empreinte carbone, et puis quelque part une meilleure santé aussi des salariés. Donc là aussi, quelques exemples, hein, mais ça peut passer par une participation à des abonnements de vélos, de trains, de covoiturage, une participation au financement oui, de mobilité durable des vélos, pas que les abonnements, et puis encourager alors les vacances à faible impact carbone. Voilà, là aussi, ça peut être des sensibilisations des salariés, des élus, de choix d'activité. Alors, adopter une politique d'achat responsable, donc là, directement, hein, donc c'est pour inciter à une consommation dite durable, évidemment, limiter son impact déchets. Et là, c'est quand le CSE voilà, achète des cadeaux, donc l'idée, c'est de remplacer tous ces objets promotionnels par des cadeaux utiles, durables, dématérialisés, hein. On recroise la notion voilà, peut-être d'acheter un spectacle plutôt qu'un bien matériel. Et puis, on retrouve ici ces chèques cadeaux valables dans des enseignes éthiques. Alors, derrière, c'est comment on va évaluer cet impact, finalement. On va voir avec la démarche un peu plus globale, on reviendra sur toute cette notion, hein, d'évaluation, mais voilà, c'est pour avoir une meilleure lisibilité finalement de cette notion de RSE au sein du CSE et de ses activités. Et donc, c'est comment on va mettre en place une grille RSE qui va indiquer que dans le choix des prestataires, celui qui a un label, celui qui fait part de certains engagements de manière fiable, il a plus de points que d'autres.
et puis aussi comment on peut mettre en place des indicateurs de mesure de la satisfaction sur l'impact social, environnemental de ces actions financées. Alors, le petit zoom sur la restauration collective. Oui, juste avant de passer à la restauration collective, je vous rappelle juste que sur l'ADEME, vous avez des labels qui sont recommandés par l'ADEME sur à peu près tous les types de dépenses. Donc, vous pouvez retrouver sur les différentes activités que vous effectuez sur votre CSE des références intéressantes sur le site de l'ADEME. Donc oui, la restauration collective, c'est bien sûr un enjeu très important pour les CSE en termes de RSE quand ils ont un rôle important et une restauration d'entreprise. Donc là, bien sûr, c'est fonction de la situation. En fait, la restauration d'entreprise, ce qui est prévu dans le Code du travail, c'est que c'est le CSE qui a la responsabilité de la restauration et qui peut déléguer la gestion de la restauration à l'employeur suivant un accord. Et l'employeur peut également unilatéralement décider de gérer la restauration en lieu et place du CSE, à condition que ce dernier ne s'y oppose pas, bien sûr. Donc, en fonction de la situation, le rôle du CSE n'est pas le même, mais que la restauration soit externalisée ou qu'elle soit assurée par le CSE en direct, le rôle du CSE est important en termes de consultation, de proposition et parfois de participation financière. Donc, le rôle du CSE, dans tous les cas de figure, est prépondérant dans la restauration collective. Et donc, l'enjeu, là, ça va être d'arriver à progressivement faire que les dimensions écologiques, nutritionnelles et durables soient prises en compte dans les modes de restauration de l'entreprise. Donc, à travers les commissions de restauration, le CSE a la possibilité de vraiment influer sur ces dimensions. Et donc, là, il y a une place importante à utiliser par le CSE pour agir sur les manières de se nourrir et de produire les produits qui sont utilisés en restauration collective pour que ça soit des produits plus locaux, qu'il y ait moins de déchets, enfin que l'ensemble de la production de la restauration collective soit plus durable. Ensuite, il y a un autre point important qui peut être important pour les CSE qui ont des placements financiers à faire, c'est donc où faire ces placements. Donc, sur le plan des placements, il y a deux dimensions. Il y a les placements dits d'investissement socialement responsable, et puis il y a la finance solidaire. Donc, les investissements socialement responsables, donc là, il y a différents labels auxquels on vous renvoie, notamment le label du CIES qui indique les supports qui remplissent les obligations d'investissement socialement responsable. Et puis, il y a la finance solidaire sur laquelle nous, on voulait surtout attirer votre attention
aujourd'hui, qui permet d'investir dans des activités de lutte contre l'exclusion, de cohésion sociale et de développement durable. Donc, un petit rappel quand même sur l'investissement socialement responsable et la finance solidaire. Donc, si on va dans la slide suivante, on voit que dans le cadre des placements de finances solidaires, on distingue deux types de placements. Donc, il y a les fonds SICAV ISR. Donc là, sur ces fonds, ça ne concerne pas directement le CSE. Hein. On vous invite plus à examiner ces fonds dans le cadre des fonds communs de placement de l'entreprise et dans le cadre des placements qui sont faits par l'entreprise. Et il y a souvent un actionnariat salarié et la possibilité d'influer sur l'actionnariat salarié et les placements qui sont faits. Donc là, il y a un rôle à jouer par les élus sur ces placements. En revanche, au niveau du CSE, nous, ce qu'on conseille, c'est de favoriser bien sûr des placements tout à fait sûrs parce que le CSE ne peut pas se permettre d'investir sur des placements risqués. Donc, on privilégie bien sûr les placements sur livret. Et puis, ce qui peut être fait, c'est les produits d'épargne solidaire. Donc, on ne privilégie pas les produits d'investissement solidaire sur lequel il y a un risque sur le principal, puisque vous ne pouvez pas prendre ce risque-là, mais on privilégie les produits de partage pour lesquels il y a la possibilité de reverser une partie des revenus à des associations d'intérêt général. Donc, c'est un moyen de contribuer à l'intérêt général sur les revenus qui sont faits dans le cadre de vos placements. Il y avait une question sur la restauration collective, alors pas directement en lien avec la partie activité sociale et culturelle et RSE, mais peut-être Karine, tu peux répondre sur le fait que si la restauration collective est gérée par le CSE, est-ce qu'elle impose à l'employeur de contribuer avec des titres restaurants ou une contribution salarié-employeur? Alors, non, on ne peut pas imposer à l'employeur. Donc ça fait l'objet d'une négociation. Et c'est dans le cadre d'une négociation que les participations sont fixées. Pour les titres restaurants, donc bon, là, c'est distinct. Hein, c'est distinct du restaurant d'entreprise, hein, puisque les deux ne peuvent pas se cumuler. Donc, il y a les titres restaurants. Donc là, il peut y avoir une participation parfois des CSE, mais c'est rare. Et c'est de la responsabilité de l'employeur de le faire fonctionner. Merci. Il y avait une autre question sur est-ce qu'on a un modèle de grille d'évaluation? Alors, oui, enfin, ça se trouve facilement hein, sur voilà, indiquer des indicateurs engagés dans le choix de prestataires. Mais on pourra toujours vous en communiquer si besoin. Et puis, il y avait un exemple intéressant cité par Sophie sur les cartes cadeaux. Avec la mise en place d'une opération Noël en monnaie locale où les salariés recevaient une somme en monnaie locale complémentaire avec des partenariats ou en bon d'achat interne auprès d'entrepreneurs. Voilà, donc c'était un exemple de carte cadeau engagée. Alors, sur cette partie, finalement, une fois qu'on s'est posé la question, qu'on a poser un diagnostic sur ces activités, comment aller vers une démarche RSE globale et on a rajouté visible. En fait, l'idée, c'est aussi de communiquer puis de savoir comment le CSE avance sur ces questions.
On revient sur les différentes notions qui sont utilisées. On a parlé par exemple de label tout à l'heure, mais vous pouvez entendre parler de référentiel, de normes, de certification. Et donc, vous avez ici une explication, une définition de chacun des termes. Donc, on rappelle ici que le référentiel, c'est un ensemble de règles, de pratiques, de critères, de lignes directrices qui sont utilisées comme référence, un référentiel ou base de comparaison. Alors, ça définit des exigences, des recommandations dans un domaine donné, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui entraîne une certification, une validation, une vérification externe. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on pose comme une base de référence. La norme, là, c'est un document officiel qui va être défini ou établi par un organisme de normalisation. Alors, typiquement, au niveau international, c'est l'ISO. Hein, vous connaissez tous les normes ISO. Et en France, c'est plus précisément l'AFNOR. Donc là, on a une norme qui est certifiante ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tous les cas, elle est établie par un organisme normalisateur. Le label, lui, c'est finalement une distinction ou une marque qui va être attribuée à un produit, à un service, à une entité entière, pour signaler que ce produit, ce service ou cette entité, donc un CSE, respecte un ensemble de critères ou de standards spécifiques. Donc ça, voilà, si un des produits que vous choisissez au sein des activités sociales et culturelles, un service, ou même vous, en tant que CSE, vous décidez de vous labelliser, ça veut dire que vous respectez un ensemble de critères ou de standards spécifiques. Derrière, bien évidemment, il faut aller voir qui a délivré ce label. C'est une autorité indépendante, c'est une organisation, c'est un groupe. Et donc là aussi, on va tout à l'heure parler de différents labels qui existent. Et puis là, la certification, c'est quelque chose de plus formel, hein, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un cadre de vérification par un auditeur externe ou un organisme habilité à évaluer la conformité d'un process ou de critères mis en place par rapport à un référentiel, une norme ou un label. Alors, sur les différents référentiels qui peuvent voilà, avoir un sens d'un point de vue des dimensions RSE, le premier, celui de base, en fait, quelque part, c'est l'ISO 26000. Donc là, ce sont des lignes directrices qui ne sont pas certifiables, c'est-à-dire que voilà, c'est pas comme la norme ISO 9001, hein, où elle va être certifiée. Cette norme ISO 26000, elle n'est pas certifiable, mais elle nous donne des lignes directrices qui permettent de respecter certains engagements sur les 3 dimensions, sur le pilier RSE. On a également un référentiel qui est le GRI, donc là qui est plus international, hein, sur lequel va reposer un reporting de durabilité. Et puis, il y en a des plus spécifiques qu'on cite ici, le SL8000, l'ISO 14001, qui sont voilà, sur des dimensions plus restreintes, mais également de durabilité. Alors, on revient ici rapidement hein, sur l'ISO 26000, puisque c'est quand même le pilier. Hein. On rappelle qu'elle n'est pas certifiable, elle ne contient pas d'exigences, mais elle va structurer une démarche. En fait, si vous engagez dans une démarche de durabilité, voilà, vous allez pouvoir avoir des petites actions, choisir des activités engagées, éco-responsables, faire attention à la transition écologique à travers votre empreinte carbone. Mais tout ça, c'est des choses diverses, éparpillées, qui concourent à une démarche d'engagement global. Et donc ici, ça permet de structurer la démarche. Donc ça permet de se poser la question de qui sont mes parties prenantes, c'est-à-dire avec qui je travaille, donc qui sont les parties prenantes d'un CSE,
et qu'est-ce que je vais regarder par rapport aux différentes dimensions évoquées, donc sur la santé, le bien-être de la société. Je prends en compte aussi les attentes de mes parties prenantes parce que je fais partie d'un système. Et puis, la norme ISO 26000, elle répond aussi à des normes internationales de comportement. Donc, ça reste véritablement le référentiel sur ces dimensions de développement durable. Sur les différents labels, donc, on a évoqué tout à l'heure dans des exemples le label engagé RSE de l'AFNOR. Donc voilà, là, vous avez des labels qui reposent sur des référentiels et qui sont délivrés par certains organismes. Donc, vous allez entendre parler de ça, de l'engagé RSE de l'AFNOR, qui repose sur l'ISO 26000. Vous avez l'UCI 26000, qui repose également sur l'ISO 26000. Donc, les labellisés LUCI, ben, voilà, sont aussi des entités engagées RSE. Et puis, au niveau de grosses entreprises, au niveau international, vous avez pu entendre parler aussi de Bicorp ou des Covadis. Donc là, bon, attention, ce sont des choses déclaratives. Vraiment, sur les 2 premiers labels, vous avez des personnes qui viennent de l'extérieur pour auditer et vérifier la mise en place du respect des critères du label, ce qui n'est pas le cas sur les 2 derniers. Donc, bien faire attention quand vous allez regarder, par exemple, si vos prestataires ont des labels, de quel label il s'agit et d'aller voir comment est délivré ce label et par qui. Alors, pour conclure, hein, finalement, pour rassembler un peu tout ce qu'on s'est dit, comment aller vers une démarche structurée d'un point de vue RSE? Déjà, c'est finalement définir sa vision propre de la RSE. Parce que vous avez vu, il y a plusieurs dimensions, il y a des sensibilités différentes. Et donc, quelle est la vision RSE du CSE? Ça peut être ensuite l'établissement d'une charte qui va reprendre ses valeurs, ses engagements, quels sont ses critères de choix. Alors, bien évidemment, si l'entreprise dans laquelle le CSE se situe a elle-même une vision déjà affichée avec une politique RSE, bon, il faut s'en rapprocher dans les engagements et dans les choix. On rappelle les actions structurées autour des 3 piliers. On vous l'a dit et redit dès le début de ce webinaire, mais vous avez la dimension sociale avec l'inclusion, tout ce qui est équité, accessibilité. L'environnement, on parle de sobriété, de mobilité douce, d'éco-choix. Et puis, la dimension économique, territoriale, à travers notamment le soutien à des acteurs locaux, solidaires, éthiques, on l'a vu. Ensuite, le CSE va mettre en place des critères. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a une vision, qu'il a structuré ses actions, comment il va choisir ou évaluer les dimensions RSE des activités, des prestataires. On évoque ici de mettre des bonus, des points supplémentaires dans des appels d'offres pour les gros CSE qui ont des commissions de marché, qui vont avoir des grilles. Et puis, on le dit ici, finalement, une des premières étapes, on n'a pas forcément trop évoqué avant, mais ça peut être d'établir son propre bilan carbone du CSE, ce qui permet finalement d'embrasser tous les flux, en fait, hein, puisqu'on va aller mesurer en émissions carbone tout ce qui se passe à travers les activités du CSE, voilà, que ce soit les voyages ou le repas, la fête de fin d'année que l'on a offerte aux salariés. On n'a pas abordé non plus ici les dimensions
du budget de fonctionnement, mais les élus aussi à travers finalement leur choix dans le budget de fonctionnement, le choix de formation, de prestataires de formation, de déplacement, vont aussi participer finalement de l'engagement du CSE. Et ça permet d'avoir un état des lieux, un point de départ, et puis de voir comment on peut avancer et essayer de diminuer son empreinte. L'engagement RSE, il sera formalisé, hein, c'est ce qu'on demande en général quand on s'engage par exemple dans des labels, c'est qu'on fait plein de choses, mais on ne les formalise pas forcément. Et donc là, finalement, on va le formaliser et le CSE pourra communiquer aussi sur ce plan d'action. Voilà. Le budget des ASC, on décide qu'on alloue une part à des activités, des projets à impact. On va planifier à l'avance des actions sociales, transition écologique, locale, par trimestre, par mois, par semestre. Et puis, on va documenter ces projets à travers des fiches actions avec des objectifs, avec les prestataires avec qui le CSE travaille. Ça permettra d'impliquer les salariés dans cette démarche. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, il faut être à l'écoute de leurs attentes, de voir comment ces salariés se projettent dans cette transition écologique, et puis comment ils vont pouvoir, vous allez pouvoir, en tant que CSE, communiquer ces résultats à tous les salariés. Je me dis que le temps passe, je termine. Et puis, voilà, comment finalement le CSE va évaluer ses impacts d'un point de vue première évaluation, et puis comment il va pouvoir avancer en s'améliorant au fil des ans. Voilà, on n'a peut-être pas forcément le temps de reprendre encore des questions, Karim. On vous répondra, voilà, on prendra toutes les questions qui sont dans le chat, et puis on vous répondra par mail, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les reposer sur la boîte contact syndex.fr sans problème. Très bien, merci à tous. Merci, à bientôt.